Bonsoir à tous et place au débat de ces législatives anticipées sur France 3 Occitanie en partenariat avec France Bleu. Merci à Guillaume Rouland qui m'accompagne pour co-animer ce débat. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Oui, débat également retransmis au même moment sur France Bleu ce soir. Alors c'est le premier des deux débats que vous pourrez suivre ce soir sur notre antenne avec pour commencer 4 des 9 candidats déclarés dans la 9e circonscription de l'Hérault où se présente notamment Nadia Belaouni. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Vous êtes donc de LFI pour le Nouveau Front Populaire, déjà candidate donc en 2022, LFI NUPES. Frédéric Bord, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, déjà candidat en 2022, divers extrême droite puisqu'exclu du RN, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Bonsoir. Patrick Vignal. Bonsoir. Vous êtes Ensemble pour la République, député Renaissance sortant. Et William Wist, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes une candidature LR sans investiture, mais membre du bureau national des LR anti-Ciotti. Alors, on en voit un peu plus clair maintenant sur cette 9e circonscription. Voici la liste complète des candidats avec vous. Oui, puisque sont également candidats pour ce premier tour Charles-Henri Alancle, LR ami d'Éric Ciotti, soutenu par le Rassemblement national, que nous avions invité, mais qui nous a affirmé ne pas pouvoir se libérer. Anthony Belin pour la Nouvelle Énergie, le parti du maire de Cannes. Patrice Bocca-di-Fiocco, le candidat du mouvement de la ruralité. Nathalie Perrault, candidate de lutte ouvrière. Et pour terminer, 9e et dernier candidat, Géry Lally, candidat divers extrême droite. Alors la 9e circonscription de l'Hérault est une circonscription littorale, urbaine, mais aussi très nature, de 120 427 habitants, dite la petite Camargue héroltaise, Sémoguio, Montpellier 3, Lunel, Lunel-Vielle, Marcillargues, Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pézan ou encore Valère. Résultat, rappel des élections législatives 2022. Oui, aux législatives de 2022, le premier tour avait été très serré entre le parti Renaissance, la NUP, et le Rassemblement national. On va le découvrir à l'écran. Patrick Vignal, vous étiez arrivé en tête du premier tour avec 28% des voix. Vous devanciez Madame Belaouni pour la NUPES qui avait obtenu 27% des suffrages. Frédéric Bord, déjà candidat aussi il y a 2 ans, avec l'investiture du Rassemblement national, avait obtenu 25% des voix. Et Maya Bouissé pour le parti Reconquête, presque 6% des voix. Au second tour, Patrick Vignal, vous l'aviez emporté avec près de 10 points d'écart sur Nadia Belaouni de la NUP. Alors les candidatures, c'est réglé, mais pour l'électeur, en tout cas, la confusion demeure parfois, notamment sur les alliances. À ce sujet, petit florilège de réactions recueillies ici et là, et on en parle. C'est de l'entre-soi, voilà, ils sont entre eux, Moi, j'ai l'impression d'être dans une cour de maternelle. On entend trop parler des personnalités de chacun, des petites guéguerres, et on parle peut-être pas assez du fond, je pense. Le problème, c'est que c'est pas assez clair, leur explication. Tout le monde tire les couvertures à lui, et on ne sait pas trop où aller. Nadia Belaouni, on a entendu quelques réactions des gens qui ne s'y retrouvent pas toujours sur ces investitures et alliances. Sur ces investitures de LFI, est-ce que vous diriez, vous, qu'il y a eu bien purge lors de ces investitures donc pour le Nouveau Front Populaire, et est-ce que vous êtes plutôt indigné ou vous cautionnez ? Alors pour être totalement honnête, je n'ai pas entendu parce qu'il y avait un problème son vraisemblablement, ou alors ça vient de mon oreille. Donc je comprends que les témoignages étaient plutôt des commentaires sur notre accord. Non, en général. En général. C'était des commentaires en général sur les alliances où les gens ont du mal à s'y retrouver et les investitures. Donc sur ces investitures, est-ce qu'on peut parler de purge aujourd'hui à LFI quand on voit les cadres historiques qui ont été écartés? Est-ce que vous cautionnez ou vous êtes indigné? Alors sur tout ce qui se positionne à gauche, je ne vois pas où est la complication ou le trouble, puisque nous sommes tous sous la bannière Nouveau Front Populaire. Mais des cadres historiques ont été écartés, les cadres historiques de LFI. Pas sur la 9e circonscription. C'est vrai, mais au niveau national, je vous parle au plan national. Non, mais moi, écoutez, le national, c'est un travail collectif, il se passe des choses comme partout ailleurs. Je pense que les Français sont embêtés par toutes ces questions qu'ils exècrent, et donc je ne vais certainement pas ici leur infliger. On essaye de clarifier. Frédéric Bord, sur votre tract, on lit Rassemblement des droites, on devrait dire plutôt des extrêmes droites. Votre suppléante est Reconquête, mais sans investiture aucune. Vous non plus, vous n'avez pas l'investiture du RN. Pourquoi vous vous présentez comme un dissident RN ? Écoutez, les choses sont assez simples. Le rapport de force sur la circonscription a changé. Nous avons fait 35 pour soir
au soir des élections européennes et les électeurs du Rassemblement national doivent être représentés. Ils ne peuvent pas être écartés par un accord d'appareil. Ils ne peuvent pas être écartés par un accord d'appareil pour nous envoyer un touriste parisien qui vient faire une tournée de claquettes. Et d'ailleurs, il n'est pas présent aujourd'hui au débat, ce qui est quand même profondément dommageable pour la démocratie. Quand on dépose ses bulletins sur la table, on doit pouvoir défendre sa position. Mais vous n'êtes ni investi ni soutenu par le RN. Je suis le candidat naturel du Rassemblement. Ils ont considéré que vous n'étiez pas le bon candidat. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Je suis le candidat naturel du Rassemblement national et j'ai d'ailleurs tiré les leçons des résultats que vous avez affichés des dernières élections législatives. On s'était neutralisé avec Maya Bouissé, qui représentait Reconquête, et on n'avait pas pu figurer dans une triangulaire. Nous en avons tiré les leçons et organisé un ticket qui nous permet de rassembler les droites nationales de la circonscription. En tout cas, vous ne pouvez pas vous dire RN. Il y a ici la lettre de Jordan Bardella qui confirme que vous êtes exclu, suspendu, que vous ne faites pas partie de RN. Il n'y a aucune difficulté à cela. Les électeurs de la circonscription me connaissent. J'ai été candidat plusieurs fois et il est hors de question pour nous d'accepter que ce soit un ami de Ciotti d'une trentaine d'années sortant de grandes écoles qui vienne ramasser cette circonscription alors que les Républicains ne font que 5% sur celle-ci. Patrick Vignal, quand le Rassemblement national obtient 35% aux européennes pour tout le département de l'Hérault et 40% à Lunel et à Moguio, il y a de quoi être inquiet à Renaissance ? On n'a pas fait suffisamment le travail. Moi, je fais confiance aux électeurs. Écoutez, moi, je vais être clair. Le premier parti de France, ça sera l'abstention. Dans tous les partis, il y a des bis-bis. On va bien, même chez moi. Peut-être pas pour ces législatives. Attendez, moi chez 700 moi... ou 800 000 procurations, n'est-ce pas ? Non, mais attendez, moi j'espère qu'il y aura le maximum de gens qui voteront, mais moi, je ne suis pas venu non plus pour savoir ce qui se passe chez les autres partis. J'ai ma conviction personnelle. Moi, je suis là pour représenter mon groupe Renaissance et j'aimerais qu'on parle de projet. Si ça vous dérange. On va y arriver. On essaye de clarifier d'abord. William Wist, ce scénario sur cette 9e circonscription rajoute à la confusion des électeurs LR. Comment vous positionnez-vous par rapport aux candidats LR soutenus par RN, donc les amis de Ciotti, Charles-Henri Alanccle? Alors, au jour d'aujourd'hui, il est clair que juridiquement, jusqu'au mi-octobre, le président de LR, c'est M. Ciotti et c'est le seul à pouvoir donner le logo, ainsi que l'investiture. OK ? Comment je me positionne ? Bon, le danseur de claquettes, comme vous disiez, qui jouait au bac à sable il y a une vingtaine d'années ici, il connaît la circonscription comme ça. Moi, je me positionne toujours en tant que LR, mais sans investiture. Sans l'investiture. Donc, ça veut dire que sur mes bulletins, il y aura écrit les Républicains, l'Union des droites, point barre, mais malheureusement, je ne peux pas mettre le logo LR. Après, ce sera une question de règlement de compte en interne. C'est vrai que les partis explose. Et là, M. Ciotti a fait très fort. A commencé par le vôtre, principalement d'ailleurs. A fait très fort pour exploser la droite. On voit que M. Lisnard maintient des candidats alors que ça fait 2 ans à peine qu'il a créé son parti. On voit que l'ancien tête de liste de la région en Occitanie a créé son parti. Il y a des candidats aussi qui le représentent. Très bien. Parlons donc d'un premier thème de campagne qui touche au portefeuille, les salaires. Les gens veulent savoir si leur salaire va augmenter avec tel ou tel candidat. Patrick Vignal, pour le ensemble, augmentation de la prime Macron, donc versée par les entreprises jusqu'à 10 000 €. Mais sans contrainte aucune, comment être sûr de son bénéfice ? Alors en fait, si vous voulez, on avait une prime Macron qui était à hauteur de 6 000 €. C'est-à-dire que les salariés pouvaient travailler avec les entreprises qui pouvaient être à hauteur de 6 000 € sans charge sociale et sans impôt. Celles qui sont en bonne santé. Oui, les gens qui sont salariés. Et cette prime passera de 6 000 € à 10 000 €. Je voudrais dire que depuis 2017, le SMIC a augmenté de 21%. C'est-à-dire que ce n'est pas rien. C'est la première fois depuis 7 ans qu'il y a autant d'augmentation. Les gouvernements précédents n'ont pas fait autant d'augmentation. Le SMIC a augmenté, mais le pouvoir d'achat, Patrick Vignal, a considérablement baissé sous l'autorité. Mais vous savez, cher monsieur, oui, le pouvoir d'achat a baissé. J'étais ce matin à Lunel où une dame avec 50 €, quand elle achetait 9 € d'olive, du poisson et des pâtisseries, il reste 1,40 €. Ce que je voudrais dire, en fait, c'est que les Français, c'est un peuple intelligent et politique. On sort d'une crise du Covid, 240 milliards. On sort de l'énergie. On a une guerre en Ukraine. Si aujourd'hui le gaz est si cher, c'est parce que Poutine et ses amis, effectivement, nous fassent en sorte que nous sommes dans une période de crise. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Certainement. Mais quand je vois les programmes de certains à 240 milliards, je me pose aussi la question. Alors, Nadia Belaouni, hausse du salaire minimum, c'est ça, c'est plus sûr pour le portefeuille et pour les salariés de savoir que sur le SMIC, ça sera 1 600 € net ? Oui, tout à fait.
Quand j'entends que le SMIC a augmenté depuis 2017 de 21%, très bien, c'est une disposition légale qui est l'indexation sur l'inflation. Je veux dire, il n'y a eu aucun effort, c'était mathématique. Donc avancer de grands chiffres comme ça, qui ne correspondent pas du tout à la réalité et du vécu des gens, l'inflation est bien au-delà. Alors qu'est-ce que vous proposez ? L'augmentation... Qu'est-ce que le nouveau Front populaire propose ? Alors l'augmentation du SMIC à 1600, qui est une base finalement pour l'augmentation de l'ensemble des salaires, de 10 points d'indice pour les fonctionnaires, etc., etc. C'est mécanique. Le SMIC étant la base sur laquelle on valorise finalement les salaires en France. Sans effet pour l'emploi, on peut peut-être débattre là-dessus. Sans effet pour l'emploi, cette augmentation des salaires ? Chère madame, les entreprises ont du mal aujourd'hui à arriver à la fin du mois. Et j'ai un exemple d'une entreprise où il y a 4 salariés. Il n'y a pas que les entreprises, les salariés aussi. Et même les collectivités locales. J'ai 2 cas. L'entreprise, elle a 4 salariés. Si demain elle met 1 600 €, elle doit mettre 2 salariés au chômage. La ville de Lunel, si demain elle augmente de 10% ses fonctionnaires, c'est pas très compliqué, ça coûtera 2,2 millions du budget annuel. Et cela ne sera pas compensé par l'État, parce que l'État a les caisses vides. Donc vous voyez quand même que ce programme, pour moi, est irréaliste, très franchement. Si vous permettez, on allait vous donner la parole, monsieur. Merci. Alors. Allez vous donner la parole. Donc j'y vais, j'enchaîne directement. Moi j'entends Patrick Vignal, mais ça fait aujourd'hui une douzaine d'années qu'il est aux responsabilités et donc on a l'impression en l'écoutant qu'il découvre la situation sur le pouvoir d'achat. Oui, les Français se sont appauvris, oui, l'inflation a réduit leurs possibilités financières et donc il est évident qu'il faut faire quelque chose pour relancer leur capacité à vivre dignement. De ce point de vue, et le gouvernement que je soutiendrai, et j'espère que ce sera Jordan Bardella qui dirigera la France dans quelques semaines, ce gouvernement proposera une augmentation de 10% des salaires en prenant en considération les remarques judicieuses que Patrick vient de faire sur le fait que les entreprises doivent être déchargées du coût fiscal et des cotisations sociales. Ça c'est financé comment, Frédéric Beaune ? Ça, c'est financé par le simple fait, si vous voulez, que nous allons faire un certain nombre d'économies sur la grosse problématique qui existe et qui est au milieu de nous sans que nous en parlions, qui est cette espèce de gros éléphant au milieu de la cuisine, qui est l'immigration. Nous devons faire des économies par rapport à ce sujet et retrouver des marges de jeu pour relancer le pouvoir d'achat des Français. William Wist, les Républicains donc veulent aussi augmenter les salaires, mais en réduisant les cotisations sociales des salariés, c'est ça ? C'est le meilleur système. Il faut augmenter les salaires et baisser les charges sociales patronales. Il n'y a que comme ça. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus, qu'elles soient industrielles ou petits commerçants, ils ne peuvent plus payer ou embaucher du monde. Si on baisse les charges sociales du patronat, en fin de compte, il va se passer qu'on peut augmenter, ils vont augmenter les salaires. Certes, il y a un peu moins d'argent dans les caisses de l'État, mais quand même, le patron va souffler quand même. D'autre part, je voulais répondre à Mme Belaoui quand j'entends qu'ils veulent porter le SMIC à 1 600 €. Excusez-moi, hein, mais je rigole. Rappelez-vous 1981, la campagne de M. Mitterrand. Le SMIC devait être porté à 10 000 francs. 10 000 francs multipliés par 6,555, ça fait combien aujourd'hui ? 1 600 €. Une réponse là-dessus ? Alors, pas là-dessus, enfin, franchement. Pourquoi ? Parce que, écoutez, nous avons le seul programme. C'était de la gauche déjà aussi en 80. Pardon, je réponds, si vous voulez bien, puisque vous m'avez demandé de répondre. Je vais vous faire une réponse très simple. Nous sommes les seuls à avoir un programme qui est chiffré et qui a été validé par des prix Nobel d'économie. Ouais. Donc, je pense que sur la table, si on devait aller sur une question technique, je ne suis pas sûr du tout que ça intéresse nos concitoyens. Ce qu'ils veulent, c'est concrètement pouvoir vivre dignement de leur travail. En tant qu'entrepreneur, je peux vous garantir qu'ils ne m'effraient pas du tout d'augmenter le SMIC à 1 600 €, puisque l'objectif, c'est le carnet de commandes. Si vous permettez... Et si le carnet de commandes est plein, monsieur, des entreprises, des TPE, des PME qui font l'économie en France, il n'y aura aucun souci. Il y a des systèmes de péréquation qui sont prévus. Le programme a été éprouvé. Alors, on va parler des spécialistes. Alors, écoutez, les spécialistes, très rapidement, les spécialistes que vous citez sont sûrement très qualifiés, beaucoup plus qualifiés que moi. Mais ici, dans notre circonscription, des industriels, des petits commerçants ne peuvent pas augmenter tant que ça leur salaire. Les heures sup qu'avait fait Sarkozy, entre autres, travailler plus pour gagner son heure sup, ça n'existe pas, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, on ne peut pas faire d'heures sup. Puisque vous parlez pouvoir d'achat, il y a
une manière de peser évidemment sur les salaires, mais il y a aussi une manière de faire en sorte que les Français payent moins, je dirais, de dépenses obligatoires. Et de ce point de vue, nous prendrons des mesures rapides de façon à ce que le coût de l'énergie arrête de s'envoler. Notamment la baisse de la TVA. Notamment la baisse de la TVA. Même s'il y a un sur risque l'énergie. Potentiel, Frédéric Bord, à ce que ce soit retoqué par l'Union européenne. Patrick Vignal. Nous prendrons nos responsabilités pour sortir du marché européen. Une question. Ouais. Qu'est-ce qui a changé pour que la majorité, ancienne majorité présidentielle, propose aujourd'hui cette prime Macron augmentée et cette augmentation des salaires avec une nouvelle baisse des cotisations pour augmenter les salaires nets? On est conscient qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, mais regardez aujourd'hui. Le Front de gauche propose, à partir de 4 000 euros, d'imposer une nouvelle fiscalité. La fiscalité, c'est dans un deuxième temps. Nous avons baissé de 50 milliards les impôts. Le vrai débat est que je prends la ville de Lunel. À Lunel, 60% des gens paient la taxe foncière. Vous devancez le débat, mais non, mais justement un reportage. C'est du pouvoir d'achat. On va le voir. 40% des gens sont propriétaires et n'ont pas ces deux moyens. Mais Patrick, c'est ton bilan, Patrick. Mais non, Frédéric, non, mais c'est Patrick, pas mon c'est bilan. quand même ton bilan. Ça fait 30 ans de l'acheter, Frédéric. Nadia Bellamy, tu y as contribué d'une manière. En étant aimable. Je ne vais pas répondre à Frédéric. Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui, vu la situation budgétaire de la France? Vous parliez des experts tout à l'heure, avec un déficit public à plus de 5% du produit intérieur brut, c'est-à-dire à près de 16 milliards de plus que prévu. Est-ce que c'est réaliste, ce programme de mesures, et notamment cette augmentation du SMIC à 1 600 ? Il me semblait que je vous avais déjà répondu, puisque ça chapeaute tout. Ça a été éprouvé, approuvé. Mais on peut rentrer un peu plus dans les détails. Ça a été dit... notamment sur le financement, parce qu'on quand il y a 60 milliards d'exonérations d'impôts par an qui sont donnés aux très gros... Bon, ce que ça va impacter finalement, pour aller simplement, c'est les propriétaires de chaînes télé. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, non mais vous êtes dans le service public, donc ça va, vous n'êtes pas touché. Expliquez-nous. C'est pour vous donner une image. Enfin, c'est vous qui parlez de Bernard Arnault. Je vois pas pourquoi. C'est peut-être votre mentor, mais il a pas de oui, écoutez, il payera un peu plus quand il paye entre 2 et 5%. Excusez-moi. Actuellement, ce sont les petits qui payent gros. Le but, c'est que les petits payent petit et les gros payent plus gros. Vous proposez donc aussi une hausse de 10% du point indiciaire des fonctionnaires, vous le disiez tout à l'heure, intégralement composée par les collectivités territoriales. Est-ce que là aussi, les collectivités territoriales aujourd'hui sont en mesure de faire cela? Alors, il y aura des circuits qui leur permettent de l'être. Il y a des arbitrages à faire. Alors bon, on peut rentrer sur une discussion technique. Je ne suis vraiment pas sûr qu'encore une fois, nos concitoyens s'intéressent à comment ça va être financé. On a les solutions, elles seront appliquées. Permettez-moi de nous mettre d'accord. Je pense qu'il est absolument nécessaire de toute façon qu'un audit financier soit établi de manière extrêmement importante au niveau de l'État. On est dans une situation où 1 000 milliards de dettes ont été constituées. C'est une situation qui est dramatique pour les déficits publics. Et qu'est-ce que vous entendez par aide financière, Frédéric Bord, exactement? Écoutez, il y a une dette financière qui est considérable aujourd'hui, qui fait que la note de la France est dégradée par les agences de notation, qui risque d'apprécier fortement le coût de la dette pour les Français et pour les contribuables. Donc je crois qu'il est bon, et c'est une des propositions que nous faisons, de faire un audit sur laquelle on puisse derrière déterminer quelles sont les marges de jeu. Chacun fera ses choix. Les choix qui sont portés par le camp national, ils sont assez clairs aujourd'hui. Mais ils sont sérieux. Monsieur Bord, quand même de quoi on parle? Oui, Patrick. Aujourd'hui, on a créé 2 millions d'emplois. Le pays est en train d'être réindustrialisé. Moi, je rêverais qu'on ait le SMIC à 1 600 euros. Je rêverais que les collectivités locales, dont les régions, augmentent de 10%. Mais moi, j'ai des cas précis. La ville de Lunel, 10% d'augmentation des fonctionnaires, comme toutes les villes, ça sera 2 millions. Ça veut dire que... Et l'État ne compensera, tel qu'il soit, ni le nôtre actuellement, ni le vôtre. Deuxième... Je ne vous ai pas coupé, M. Bord. Ton gouvernement a fait des choix par rapport aux collectivités locales. Sois un démocrate. Non, mais absolument, je le suis. J'alimente juste la discussion. Si vous permettez, on va terminer de répondre. Et je réponds. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand même, mettez-vous d'accord tous les deux. La retraite à 60 ans. Moi, j'ai écouté Jordan Bardella qui a commencé à dire, mais attendez, pour la retraite à 60 ans, pour le chèque énergie, on va être clair. Aujourd'hui, il y a 3 000 milliards de dettes. Aujourd'hui, on a décidé de relancer l'emploi. Moi, je veux que la petite PME puisse augmenter ses salaires, mais puisse continuer à vivre. On va faire en sorte que le temps de parole, si vous le permettez, que les temps de parole, l'équilibre des temps de parole soit respecté. On n'a pas entendu William Wyss sur ces questions qui appartient à une famille qui est complètement éclatée aujourd'hui, il faut bien le dire, famille de la droite. Vous, qu'est-ce que vous défendez par rapport à tout ça? Moi, quelle idée vous défendez? Je ne vais pas défendre des milliards. Parce qu'en fin de compte, ces milliards, on en parle dans la presse ou des déclarations de chefs de parti
qui change du jour au lendemain. Ben oui. Vous prenez le journal d'hier, vous prenez le journal d'aujourd'hui, demain, ça a encore changé. Donc, je rajoute, j'enlève. Je veux parler simplement du coût de la vie, effectivement, de qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous proposez? Déjà, je vous ai parlé précédemment sur la baisse des charges sociales sur les patrons. Charges sociales et patronales, ça finance aussi la protection sociale. Donc, c'est tout à fait une partie. Mais je veux dire, il faut aussi donner aussi du pouvoir d'achat aussi aux gens qui travaillent. Et il faudrait aussi aider les retraités, parce que les retraités, malheureusement, ils n'ont rien. Et regardez, dans les circonscriptions les plus âgés, les retraités les plus âgés, ceux qui ont connu la guerre de 40, 45, me disent « Ah, il faut monter un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, un chouïa. » Ouais, il faut monter vraiment raisonnablement, parce qu'eux aussi consomment, eux aussi dépensent, eux aussi payent de la TVA. Et on gagne peut-être plus d'argent sur de la TVA que sur des charges sociales. Sur l'indexation des retraites, là aussi... Vous êtes un petit peu en retard par rapport à ce que vient de dire William. Moi, sur les retraites, je vais vous dire, nous sommes favorables à l'ajournement de la réforme Macron. Pourquoi? Parce qu'il ne sert à rien à vouloir faire partir les gens tardivement à la retraite, alors qu'ils ne sont pas en situation d'emploi à l'âge de départ à la retraite. Et vous défendez qui, là? Vous défendez Jordan Bardella ou vous défendez une autre vision? Je défends le camp national, monsieur. Je ne sais pas si vous avez compris la situation dans laquelle nous sommes. Mais je crois qu'on a tous compris, c'est pas le problème. Aujourd'hui, c'est pas en me posant cette question. Non, mais je vous le dis franchement, aujourd'hui, il n'y aura pas de gouvernement Macron à l'issue des élections législatives. Il y aura un gouvernement pour lequel je milite, d'union nationale, dans lequel le Rassemblement national aura une part très importante. J'ai une différence d'appréciation par rapport au rôle que l'on donne aux amis d'Éric Ciotti. Je ne suis pas favorable à ce que les Républicains ramassent à Paris ce qu'on ne leur donne pas dans les circonscriptions. À remontrer la lettre tout à l'heure, vous n'appartenez plus au Rassemblement national aujourd'hui. Il faut que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent. Je suis Rassemblement national dissident. Je n'ai aucun problème avec ça. Vous n'êtes pas dissident, vous n'êtes pas parti, excusez-moi monsieur Bord, vous n'êtes pas parti, on vous a exclu. C'est différent. J'ai un parcours, monsieur. Vous voyez, j'ai un positionnement, j'appartiens au camp national. Y compris avec Georges Frêche, qui est de l'autre côté de l'échiquier politique. Ça vous a été beaucoup reproché aussi. Absolument. Et vous savez, je retrouve dans cette campagne un peu les tenants de la campagne de 2010. Vous savez, Paris contre province. On n'a jamais ici aimé se faire emmerder par les Parisiens. Vous voyez, on a des désaccords avec Patrick Vignal, mais il est quand même de Montpellier. Il n'est pas vraiment de Lunel, même s'il fait esprit de citer Et vous Lunel, vous tutoyez pendant les débats. Bien entendu, on se connaît depuis longtemps. C'est pas parce qu'on est en désaccord. On va pas être faux cul. Ça vous change un peu des autres plateaux. Gabella Ouni, oui, monsieur. Peut-être vous avez des choses à rajouter sur ces échanges. La fibre régionale, ça joue toujours, ça marche toujours? Je ne sais pas si ça marche. En tout cas, moi, ça m'anime. C'est pas la fibre régionale, locale. Je suis née française sur cette circonscription. Mes enfants y sont nés. Toute ma vie est ici depuis 30 ans. J'ai pas à me justifier ou à expliquer quoi que ce soit là-dessus. Évidemment, cette circonscription me tient absolument très à cœur. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites dessus. Il sera temps d'y remédier. Alors, on a commencé à parler un petit peu de la pression fiscale. Vous parlez de Lunel, on va regarder un reportage tout à l'heure. Alors, effectivement, cette pression fiscale sur les ménages est déjà très forte. Et donc, le Front populaire, le nouveau Front populaire propose de nouvelles tranches d'imposition, propose de taxer les riches. Mais est-ce que les classes moyennes aussi seront concernées ? Écoutez, à partir de 4 500 €, il y aura moins d'impôts à payer. Il y aura 14 tranches de prévues. Moins ou plus, plus, madame. Excusez-moi, hein. Donc, on disait moins ou plus, vous m'avez demandé. Oui. Alors, elles paieront moins d'impôts. Ce sont les classes moyennes dont on parle, on est bien d'accord. Oui. Voilà, donc le but, c'est que les classes moyennes soient soulagées de tout ce qu'elles supportent. Écoutez, s'il y a de nouvelles tranches d'imposition, j'ai entendu les dirigeants du nouveau Front populaire dire qu'à partir de 4 000 €, on paiera un peu plus d'impôts. C'est le programme de Front de gauche, madame, désolé. S'il vous plaît. Vraiment, hein. Alors, je répète que les classes moyennes seront soulagées de leur participation à l'effort collectif. Je l'ai dit tout à l'heure, plus on est petit, moins on paiera. Plus on est gros, plus on paiera. Le problème en France, ce n'est pas la fiscalité, puisque c'est ce qui nous permet de faire société quand on paye des impôts et qu'on les collectivise. Ce qui est un problème en France, c'est l'injustice qui est au travers de cette manière d'imposition. En matière d'impôts et de taxation, on n'entend pas, on n'a pas de proposition donc du RN auquel vous vous rattachez sur de nouvelles hausses d'impôts. Non, nous ne sommes pas favorables à des hausses d'impôts parce que nous ne voulons pas être dans une politique confiscatoire. Nous savons que les Français qui travaillent doivent retrouver le fruit de leur travail et être incités à le faire. Et ne pas être incité, au contraire, à être en arrière de la main sur la capacité à créer des richesses dans le pays. Donc nous ne sommes pas favorables à une augmentation des impôts. Les impôts sont déjà considérables dans notre pays. Quand même, monsieur Bord,
2 personnes, 2 fonctionnaires qui gagnent 2 000 euros chacun, ça fait 4 000 euros impôts. Qui veut acheter une petite maison, un pavillon, au prix où est aujourd'hui, à 4 ou 5 000 euros le mètre carré. Désolé, mais le Front populaire, à partir de 4 000 euros, on va encore plus fiscaliser. Enfin, de quoi on parle? Moi, je veux bien échanger avec madame sur Arnaud, sur Tavares, je suis venu le dire chez vous, qui a 36 millions d'euros par an. Ces grands chefs d'entreprise. Oui, mais c'est votre majorité qui a supprimé l'impôt sur les fortunes. Non, mais attendez, il y a ma majorité, mais moi je suis un homme libre. On me l'a assez reproché. Qu'on demande une participation au 0,1% des gens qui, pendant le Covid, on s'est mis plein les poches, et qui peut-être, pendant 3 ans, pourrait nous aider, ou la transition écologique, ou les violences faites aux femmes, ou la rénovation des logements, puisqu'on a prévu, avec cette majorité, 1 milliard pour rénover les passoires. Parce que, cher monsieur, quand vous avez une maison et que vous payez plus cher d'électricité ou de gaz que du loyer, là, on doit être là. Mais je suis désolé, on a baissé de 50 milliards les impôts pour les classes moyennes. Vous n'allez pas les remettre quand même. Patrick, pour ne pas donner trop de chiffres, et par rapport à l'exemple que tu prends, de 2 fonctionnaires à 2 000 euros qui empruntent pour acheter un pavillon, je suis désolé de te dire qu'ils s'arrêtent au pas de la porte de la banque. Parce qu'aujourd'hui, avec 4 000 euros par mois, il n'y a aucune banque qui prête entre 200 et 300 000 euros pour acheter un modeste pavillon. Et donc c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et ce problème-là, quelque part, le gouvernement que tu as défendu nous y a confrontés. On a aujourd'hui un véritable appauvrissement. Et si le marché de l'immobilier a ralenti, et Dieu sait que dans notre région, et Dieu sait que dans cette circonscription, l'immobilier est un des moteurs de l'économie. S'il a ralenti, c'est à cause de ça, l'impossibilité de pouvoir emprunter. Parce qu'on ne vous a pas entendu là-dessus. Vous avez l'air d'être d'accord avec Frédéric Born. Non, j'écoute. Je peux opiner du bonnet ou pas. Hein, mais c'est pas le fait d'opiner, ça ne veut pas dire OK. Sur la fiscalité, d'abord, on va revenir sur quelque chose. Rapidement, s'il vous plaît. Il y a un serpent de mer qui existe depuis des années, qui a été voté par Sarkozy. Fillon l'a mis en place et le ministre des Finances actuel ne veut pas revenir dessus. C'est la demi-part des veuves et des veufs. On supprime en France la demi-part des veuves et des veufs. Et donc, en parlant de fiscalité, ces gens-là qui se retrouvent avec un appartement ou un pavillon peuvent compter éventuellement plus tard sur la demi-part qui peut revenir de l'épouse ou de l'époux qui est décédé pour pouvoir vivre. On ne l'a plus. On ne l'a plus. Bon, je me permets un mot quand même. Rétablissement de l'ISF et la taxe sur les super profits, ça ramène beaucoup d'argent déjà dans les caisses, puisque actuellement notre problème, c'est qu'on a un déficit de recettes. Ce n'est pas la distribution. Les super profits, les industriels vont partir. Chère madame, vous voyez, par exemple, pour l'ISF. Le Made in Paris, ça m'étonnerait qu'il parte, voilà, parce que sinon... Non, mais même les industriels locaux. Vous voyez, Bernard Arnault. Monsieur, nous avons un seul milliardaire ici dans l'Hérault. Vous croyez qu'il va rester ici si on lui met en train de l'ISF? Écoutez, on compensera par les TPE et les PME, comme la France a toujours fait. Mais vous commencez par les TPE et les PME? Par les PME, vous allez commencer? On va compenser, monsieur. Il y aura plus de place et plus de marché pour tout le monde. Je crois qu'on a un sujet sur la taxe foncière à Lunel, Alexandre. Effectivement, depuis le temps que Patrick Vignal... On est d'accord, ne dites pas que je suis... Depuis le temps que Patrick Vignal a senti peut-être que ce sujet était pertinent, effectivement, sur les taxes foncières. Oui. Alors, effectivement, donc c'est les électeurs qui se demandent s'ils vont payer plus ou moins. On connaît cette pression fiscale donc sur les ménages, et certaines villes, comme Lunel, ont choisi de ne pas augmenter la taxe foncière. Regardez ce reportage tourné fin 2003 et on parle encore fiscalité. La taxe foncière augmente partout de 7% minimum, sauf à la Grande Motte et Lunel, où on essaye de limiter cette hausse, une augmentation contrôlée qui laisse la population partagée. Personnellement, j'ai pris une augmentation de 150 € sur cette année par rapport à l'année passée, donc ça fait à peu près 10% quand même pour moi. Je pense que la mairie de Lunel, elle a fait en sorte que les taxes foncières ne bougent pas, mais l'État a fait augmenter. Donc automatiquement, le citoyen se retrouve avec une taxe qui a augmenté quoi qu'il arrive. En fait, si les Lunellois voient leur taxe foncière grimper, c'est que le taux de base fixé par l'État augmente, mais à Lunel, pour atténuer cette hausse, la mairie baisse la taxe communale. Pour compenser ce manque à gagner, la municipalité cherche à économiser sur d'autres budgets. On a baissé les dépenses relatives à un certain nombre de festivités, d'animations, d'événements divers. Voilà. Et puis par ailleurs, on essaye aussi de jouer sur les tarifs municipaux, tout ce qu'on appelle les produits du domaine, de telle façon à compenser en partie l'augmentation de la baisse de la fiscalité. Pour 2024, la mairie de Lunel cherche déjà d'autres pistes d'économie pour compenser ces baisses de recettes fiscales. Nadia Bellaouni, c'est jamais très populaire le matraquage fiscal. Vous voyez qu'il y a des
communes, il y a des villes qui cherchent justement à ne pas faire payer plus de taxes. Est-ce que vous assumez les 50 milliards de hausse d'impôts dès l'automne annoncés encore une fois, il y a par un le nouveau problème Front technique populaire? que je regrette. Je n'ai absolument rien entendu du reportage. J'étais juste agréablement dans un souvenir. Je me suis mariée à cette mairie, donc voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le reportage. On vous résume la situation. Donc l'UNEL a tenté de trouver d'autres recettes pour ne pas augmenter sa part de taxes foncières, pour ne pas matraquer donc les ménages avec des taxes. Donc je vous disais, le matraquage fiscal n'est pas très populaire. Pourtant, le nouveau Front populaire propose de nouvelles tranches d'imposition et notamment, dit-on, 50 millions de hausses d'impôts dès l'automne. Alors ça va porter bien sûr sur les plus riches. Vous assumez encore une fois? Mais évidemment, sur les plus riches. Je vous ai parlé de 60 milliards de cadeaux fiscaux par an. C'est pas compliqué. Sur les différentes années de mandat qui sont passées, imaginez de combien on est en train de parler. Et ça, c'est juste sur un seul indicateur. Trouver d'autres solutions, c'est pas inenvisageable. Bon, l'UNEL a fait énormément d'investissements. C'est peut-être un peu... et puis, le pouvoir d'achat qu'il y avait sur l'UNEL à ce moment-là ne permet pas non plus d'augmenter. De quoi on parle? Si madame est députée demain de la circonscription de l'UNEL, à partir de 4 000 €, les gens paieront plus d'impôts. Ça veut dire que la ville de l'UNEL, parce que moi je regarde les chiffres depuis 12 ans, chère madame, ça veut dire que la ville, si on suit votre programme, devra trouver 2 millions de plus par an, parce que vous connaissez l'État vous dit je compense, jamais ça compense. Ça veut dire quand même que ça met en difficulté et les fonctionnaires. Et je vais plus loin. Dans le programme du Front de gauche, on a Fabien Roussel qui dit qu'un petit propriétaire qui a une petite maison, une retraitée, qui a besoin d'un logement pour compléter sa retraite, si quelqu'un la squatte dans le programme du truc, il faudrait qu'elle trouve un autre logement. Marche sur un dernier mot, on va conclure sur ce chapitre avec Frédéric. Juste un mot. Pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire sur une tension excessive sur la taxe foncière? Bien parce que des décisions ont été prises. On a supprimé la taxe d'habitation, on n'a pas compensé suffisamment la taxe d'habitation à l'égard des communes, et aujourd'hui, tout se reporte sur l'imposition foncière. Et donc, c'est la double peine pour les contribuables propriétaires. Et là-dessus, je voudrais dire quand même, je vois bien Patrick Vignal se détourner vers le programme du Front populaire, mais au premier tour de cette élection, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Donc au premier tour, il faut porter votre bilan. Alors, et on discute du bilan de ce gouvernement. Et si la commune de Lunel est en difficulté aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement Macron ne l'a pas aidé. Après tout, s'il vous plaît. Nadia Bellaouni, s'il vous plaît. Nadia Bellaouni. Finalement, aujourd'hui, le taux d'imposition des milliardaires en France est très faible aujourd'hui sur l'impôt sur le revenu. Oui. Donc il faut effectivement peut-être un rééquilibrage sur ce côté-là, le côté fiscal, vous l'assumez. Mais c'est parfaitement prévu, donc je vois pas comment je peux commenter davantage. C'est prévu. On vous demande simplement une confirmation. Ah oui, bien sûr, évidemment, oui, je confirme. Alors il n'y a pas de souci. Je voudrais juste revenir sur un petit point technique. Des impôts en plus pour les plus riches. Il y a à la dernière intervention de Monsieur Vignal, il parlait des tranches d'imposition qui sont liées aux revenus et qu'il comparait avec de la taxation foncière. Ce sont juste deux sources complètement différentes et donc on ne peut pas vraiment les... Parce que la mairie sera obligée d'augmenter la taxe foncière pour ses fonctionnaires, madame. Mais monsieur, si vous êtes là pour... franchement... Non, mais si vous êtes là pour faire la promotion de la mairie de Lunel, je vous dis, moi j'étais contente, j'ai vu mairie de Lunel, je me suis mariée, il n'y a pas de souci. La circonscription ne s'arrête pas à Lunel, il faut un équilibrage. Et on est député de la nation, si on met en place des lois... Vos propos sont confirmés toujours par vos experts? Pas que. Alors, on va peut-être changer de thème. Vous estimiez que vous n'étiez pas de toutes les façons expert pour pouvoir expertiser. Donc, quelle que soit ma réponse... On est arrivé un petit peu à bout quand même sur ce thème de la fiscalité et des salaires. Je vous propose de parler maintenant de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, actes xénophobes ou anti-religieux. Alors, on se souvient par exemple de ces tags racistes à Montpellier en mai dernier qui visaient une association d'aide aux migrants, ou encore, vous les voyez à l'image, ou encore à l'UNAS, c'est pas dans la 9e, mais ça aurait pu, en novembre 2023, des tags antisémites sur une école et la mairie qui ont marqué les esprits. Écoutez ces réactions et on en parle. Pour les enfants de 6 ans, c'était assez choquant et heureusement ça a été assez vite effacé, mais c'est vrai que le matin et l'après-midi, ils ont posé souvent la question sur pourquoi et comment et qui. C'est choquant. On croit toujours que c'est chez les autres, ailleurs ou dans des grandes villes et finalement on se rend compte que ça arrive même dans les petits villages. Nadia Bellaouni, cette campagne pour les législatives est évidemment très impactée par
L'international, l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, la réponse de l'armée israélienne, ça impacte cette campagne et parfois, au nouveau Front populaire, des choses ont pu être dites ou non dites qui provoquent un véritable malaise aujourd'hui. Comment vous vous positionnez par rapport à tout cela ? Écoutez, moi, je suis née et j'ai grandi à Casablanca, au Maroc. J'ai fait la mission française, donc au lycée français. C'est là où j'ai appris à aimer la République. Il se trouve que nous vivions, toutes religions confondues ou pas de religion, ensemble. C'est ce modèle-là en lequel je crois, parce qu'il D'accord, mais existe. sur les accusations d'antisémitisme dont font l'objet certains responsables de la France insoumise. Écoutez, les mesures n'ont pas été prises pour les dénoncer à la hauteur de la gravité de ce délit. C'est bien beau. Vous le regrettez ? Non, je regrette que des mesures n'aient pas été prises. Je regrette. Attendez, pour que des mesures soient prises, il faudrait que ce soit un fait qui soit acté juridiquement. Bon, est-ce qu'il y a des plaintes ? Est-ce qu'il y a eu des jugements alors qu'on est en train de parler de délits ? Moi, ce que je regrette, c'est qu'on utilise... Certains responsables de LFI considérés comme une attaque terroriste. Non, mais vous me parlez d'antisémitisme, vous me parlez d'attaque terroriste, je suis désolée, mais je vois pas. Moi, je suis en train de vous parler du fait qu'un délit qu'est l'antisémitisme et que nous condamnons absolument, comme toutes les autres formes de discrimination et de racisme, n'est pas traité à la hauteur de la gravité de ce délit en France, puisque c'est devenu complètement dévoyé de parler d'antisémitisme. C'est très grave. Nous luttons absolument contre l'antisémitisme. Est-ce qu'il y a un danger existentiel aujourd'hui pour les Juifs d'avoir le RN au pouvoir ? Qu'en pensez-vous ? Vous savez, je pense qu'on est un monde de fous. Je vous donne des exemples. J'ai une dizaine de jeunes sur Paris qui font médecine, sociaux, droit, qui sont de confession juive et qui ne peuvent plus aller à la fac. Ce monde est fou. Mon problème, c'est pas... Pourquoi ils ne peuvent plus ? Parce qu'ils sont menacés. Et donc, je pense que la classe politique a une vraie part de responsabilité. La classe politique a une vraie part de responsabilité. Je pense, chère madame, quand vous avez Philippe Poutou, et c'est pas vous qui l'avez investi, je vous en fais grâce, investi dans l'Aude, dans la circonscription où le colonel Bertram a laissé sa vie, et que ce monsieur est mis en examen pour apologie du terrorisme, et que ce monsieur qui est avec vous, avec qui il sera à la table si vous êtes partenaire, qui dit que la police tue et qu'il faut la désarmer, très franchement, ça me gêne. Et je vais vous dire, madame, et c'est pas vous qui l'avez investi. Répondez, madame. Je suis clair. Alors, vous pouvez répondre. Alors, d'abord, il y a la présomption d'innocence. Donc, c'est. Non, mais attendez, parce que. Mis un examen, madame. Je vous ai pas dit qu'il était. Voilà. On est d'accord ou pas ? Donc, on va attendre. Et la police se tue. Vous partagez ça avec lui ? Mais la police, en tant qu'institution, monsieur, je le regrette profondément. Dans la police, c'est la corporation où il y a le plus de morts au travail. La police se tue. Mais oui, mais elle se tue elle-même, l'institution. Madame, pas dans les actes terroristes. Monsieur, quand on s'il vous plaît. On va vous donner la parole. J'ai une question à vous poser, monsieur. Terminez. Ce ne sont pas les policiers qui sont visés. Enfin, vous faites la différence entre institution et policier. Je suis en train de vous dire... Non, mais je vois bien que vous n'avez pas compris, donc c'est pour ça que j'essaye d'être pédagogue. Merci. Je vous dis que la police, en tant qu'institution, ne va pas bien, monsieur. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de... Alors, s'il vous plaît. Le fichier symbole+, lui, c'est pas gênant. Mais pardon, monsieur. Alors, parlons de ces candidats. Monsieur Borg. Le ministre du Travail... Oui, on va parler du RN, si vous voulez bien. Enfin, moi, je veux bien tout entendre, mais... On va parler du RN, si vous voulez bien, sur ces candidatures, effectivement, au profil antisémite ou raciste. Libération, pour ne pas le citer, a listé un certain nombre de candidats du RN en France aux propos et actions racistes et fascistes. Ça, c'est attesté. Je suis RN quand ça vous arrange. Mais ça me va bien. Vous en parlez aussi. C'est vous qui vous revendiquez. Ça me va bien. Non, mais ça me va bien. Vous êtes RN ou pas, monsieur ? On a du mal à savoir quand même. Mais bien sûr. Mais vous le savez bien. Non, moi, ça me permet de monter un petit peu en généralité. Vous savez, on vit un antisémitisme d'importation en France. On a un parti politique, LFI, qui a décidé de faire un combat autour de la question palestinienne et d'importer en France des enjeux et des discussions qui sont celles du Moyen-Orient. Et manifestement, cette campagne a prise parce qu'elle résonne avec un communautarisme qui est féroce. Patrick parlait beaucoup de Lunel. Écoutez, à Lunel, on est bien placé pour savoir que le Front National avant le RN a aussi un peu entretenu ces communautarismes. Ce communautarisme, je ne le crois pas. Je crois qu'on en est à un point aujourd'hui où l'immigration est tellement développée qu'on n'intègre plus de
manière républicaine, de manière universelle, ce sont les diasporas qui sont en France qui intègrent. Et donc, du coup, vous avez des logiques communautaristes qui font que ces débats qui n'existaient pas chez nous il y a quelques années prennent des proportions considérables. Et évidemment, il faut se battre contre. Monsieur Borg, vous le savez, et je prends à témoin le député sortant, puisqu'il a dû traiter la question à l'Assemblée nationale en mars dernier, pour réprimer donc plus fort les injures, la provocation, la discrimination, la diffamation à caractère raciste. Une proposition de loi a été adoptée. Le RN s'est abstenu. Et les filles a voté contre. L'Assemblée nationale est le théâtre de jeux politiciens dans lesquels la question était de savoir comment nous mettions en difficulté ce gouvernement pour qu'il tombe. Monsieur Borg, en fait, c'est ça le vrai débat. Franchement, on va donner la parole à William. Excusez-moi. En fait, on s'est retrouvés. Ça sera pareil pour la loi d'orientation agricole. Tous les deux, vous avez voté contre cette loi d'orientation agricole qui n'était pas parfaite. C'est pas le sujet. Mais qui donnait... Mais c'est pareil pour cette loi de séparatisme. Mes collègues LFI, parce que j'ai pas d'ennemis, ils m'ont dit, tu comprends, on va faire tomber le gouvernement. Et les gens du RN ont dit, on s'en fout du séparatisme, on veut vous faire tomber. Aujourd'hui, on a une dissolution. Et ça fait quoi? Ça avance sur quoi? Mais Patrick, c'est le gouvernement. Comment vous allez construire, monsieur Borg, avec Madame Belaouni, président de la République qui t'a mis à la retraite dimanche dernier. Vous allez construire quoi? Patrick, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, William Wiss, comment... Dimanche dernier, nous ne serions pas là, sinon. William Wiss, comment on lutte aujourd'hui contre ces actes d'abord, on lutte antisémites, anti-religieux? Ouais. Alors surtout, on n'investit pas des fichiers S dans le Vaucluse du Front Populaire. Et je vous rappelle que le Front Populaire, créé en 1932, nous a amené Pétain à la fin. Donc on dirait que c'est quelque chose d'incendiaire. Mais avoir des fichiers S ou avoir des vendeurs de drogue à l'Assemblée nationale, c'est pas possible, même pour tous les Français. Et vous pensez que les citoyens français vont voter pour le Front Populaire, surtout dans notre région? Je veux dire, c'est pas possible. Madame Belaouni, vous êtes en retard, donc s'il vous plaît, sur ces sujets, on parle des actes anti-religieux aussi. Il y a aussi des actes anti-musulmans qui ont augmenté en 2023, dont on parle peut-être pas assez, de 29%. Est-ce que la loi séparatisme que vous voulez abroger, que le nouveau Front Populaire veut abroger, stigmatise les populations musulmanes, selon vous? Oui, elle l'a toujours. Enfin, ça a été l'objet de cette loi. Elle a été fabriquée de toutes pièces pour ça. Et puis après, des années plus tard, nous avons vu que elle était l'outil aussi de répression des écologistes. Voilà. Donc oui, elle est à abroger absolument pour lutter. Donc la question initiale, c'était comment on fait pour lutter contre l'ensemble des discriminations et des situations de racisme. Il faut mettre de la justice au milieu de tout ça. Donc il faut investir dans les moyens, qu'ils soient humains ou financiers, pour pouvoir répondre déjà à l'augmentation malheureusement, et ensuite apaiser le pays. C'est ce que nous proposons très clairement. Nous sommes pour la paix. Tout à l'heure, quand vous me parliez de la situation au Moyen-Orient, voilà. Vous êtes vous êtes pour la paix depuis la dissolution. Vous permettez. On est bien d'accord. Alors, relisez, monsieur. Enfin, je vais vraiment vous donner des lectures. Voilà, entre le programme et les différentes prises de position. Nous sommes pour l'arrêt de la guerre. Nous sommes pour la paix. Je suis une maman. Ça me fend le cœur. Rapidement, Patrick Vignal, est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose une question. Parce que ça fait aussi partie du débat. Est-ce que la préférence nationale aujourd'hui, ça va vous permettre de débattre avec M. Borg, est une mesure à caractère xénophobe, discriminatoire? Je vais vous dire, le vrai débat... non, c'est pas ça. Ça fait 30 ans de l'acheter. On a enfermé des gens dans des quartiers populaires. J'ai été pendant 15 ans adjoint au maire à la cohésion sociale. Mais moi, je voudrais dire aussi, il y a plein de jeunes qui s'en sortent à Lunel. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de s'appeler Mohamed et habiter au Petit Bar quand vous posez un CV, une fois sur deux, on ne vous le regarde pas. J'en suis conscient de ça. Moi, ce qui me gêne, c'est à deux niveaux, monsieur Borg. C'est qu'on exporte ce qui se passe en ce moment, cette guerre qui est ignoble et qui doit s'arrêter, et à la fois, on appauvrit tous les jeunes. Venez à Montpellier, à Montpellier, à Lunel. Qui l'exporte, Patrick Vignal? Je crois que c'est toute une partie de politique qui s'en servent. Vous savez, je vais vous dire. Ceux qui veulent monter au Je vais vous dire. Mes copains, certains copains me disaient « Ah, mais au second tour, tu vas gagner parce que tu seras contre le Front National. » Moi, je ne veux pas que les gens obéissent, je veux qu'ils adhèrent. Et donc, je vous dis très, très calmement, on a un vrai débat. Écoutez, on a à la fois un front de gauche qui nous dit « 30 secondes, parce qu'on a 30 secondes, qui dit « C'est la faute de l'immigration. » Parce que c'est 30 secondes, Frédéric. 30 secondes. Arrêtons ce discours Frédéric Borg, 30 secondes. 30 secondes, on a besoin d'ordre et de faire respecter la loi. On n'a pas besoin d'attiser les communautarismes. Quand d'un côté, pendant la campagne présidentielle, le président de la République fait un compliment à une personne qui porte un voile, et puis le Premier ministre Attal développe toute une politique contre la baya, on est dans du en même temps qui n'est pas acceptable.
rétablissons l'ordre républicain, la loi et la laïcité, et tout le monde s'en portera bien. Nous devons ça à notre pays. Merci à tous d'avoir... Encore faut-il qu'on fasse respecter la loi dans ses actes. Merci, ça sera le mot de la fin. C'est terminé. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce débat donc consacré, je vous le disais, à la 9e circonscription de l'Hérault. À suivre, on reste dans le département avec la 4e circonscription. Un débat animé par Anne-Sophie Mondroux en partenariat toujours avec France Bleu. Restez donc sur France 3. Très bonne soirée. Merci.